dans tous ces points, je vous demande aujourd'hui quelque chose, c'est ne pas les prendre comme une espèce de parole d'évangile en se disant si j'ai 18 sur 20, c'est qu'il faut que je parte immédiatement, que je fasse mes valises et que je parte demain. C'est écrivez ces points et allez voir votre partenaire et dites pourquoi est-ce que j'ai été voir la vidéo de Pétavin et aujourd'hui sur 20 points, il y en a 18 qui ne correspondent, où est le problème? Et observez sa réaction. Est-ce que l'autre en face sera curieux de savoir quels sont tes objectifs et ce que tu veux, ou est-ce que l'autre te rabaisse, te dénigre, te rappelle un vieux truc d'il y a 10 ans, ou change de sujet rapidement, ou te prouve que tu ne dois pas changer? Nous allons voir aujourd'hui des indicateurs, des signaux évidents que vous devez vous séparer au plus vite. Mais avant de vous les donner, j'aimerais juste préciser quelque chose. Quand on voit des signaux, quand on aperçoit que ça se passe mal, parfois, malgré l'évidence, on a du mal à partir. Parce qu'on a des enfants ensemble, parce qu'on a une maison ensemble, parce qu'il y a l'influence familiale, nos parents doivent se voir dans quelques semaines, parce qu'on a aussi parfois l'espoir que ça change. On se dit oui, c'est temporaire, mais il y a aussi des bonnes choses là-dedans. Certes, il y a du mauvais, mais il y a aussi beaucoup de très bonnes choses là-dedans. Ou encore parce qu'on l'aime. Malheureusement, parfois on tombe amoureux de la mauvaise personne. Ou parce qu'on a une dépendance affective. Tu me fais mal, mais je vais rester avec toi. Je souffre, mais je vais rester, je vais m'accrocher aux quelques miettes que tu me donnes de bonheur au quotidien. Et en amour, il y a quelque chose qui n'est pas évident à doser, à jauger, parce que c'est notre cœur qui parle souvent. Si jamais je vous faisais un parallèle dans d'autres domaines, comme par exemple sur la vodka, j'ai probablement pas vu arriver cette phrase-là dans ma vidéo, mais si je vous parle de la vodka, vous me direz oui Antoine, c'est évident, ça je le sais. Maintenant en amour, ce serait beaucoup moins simple. Si jamais je te parle de la vodka, tu pourrais me dire, ou de n'importe quel type d'alcool, de la bière, du whisky, un ginto, ce que tu veux. Tu pourrais me dire oui Antoine, c'est vrai que j'aime ça de temps en temps avec mes amis. Quand j'en prends, je me sens trop bien. Je sais que ça me détruit. Je sais que c'est pas bon pour la santé, c'est marqué partout sur Terre. Et je pense pouvoir le contrôler. Mais en réalité, tout m'incite à y retourner en permanence. Mes amis qui m'invitent le soir à dîner, ou une soirée dans un bar, où on me dit allez, trinque avec nous, prends un verre. Et finalement, j'arrive pas à m'en sortir de l'alcool. Là, je t'ai fait le déroulé logique de la recette de l'alcoolisme. Maintenant, je vais te faire le déroulé logique de je suis dans la mauvaise relation, mais je vais quand même rester dedans. Ma relation, je l'aime, j'aime ça. On passe parfois, de temps en temps, de très bons moments ensemble. Même mon cœur bat pour cette personne. Je me sens trop bien. Je sais aussi que ça me détruit. Je pense pouvoir contrôler ça. Je pense pouvoir influencer l'autre pour qu'il change à terme. Tout m'incite à y retourner. On a des enfants ensemble, on a une maison, on paye un loyer ensemble. Même lui, il m'en parle. Mais finalement, je m'en sors pas. Et là, j'ai la recette d'une vie malheureuse. Je suis avec cette personne, j'ai une forme de dépendance pour lui et je m'en sors pas. Si tu as compris ça, je peux te donner maintenant les signaux que tu dois analyser pour savoir si tu es avec la bonne personne ou pas. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? C'est juste en dessous. On va faire un jeu ensemble. On va compter jusqu'à 20 sur vos 20 doigts. Écrivez ça sur une feuille. J'aimerais que vous sortiez votre score. Je vais vous donner 20 critères qui sont indéniables. Plus tu auras de critères qui s'appliquent à ton couple, plus il y aura un problème. Si jamais tu arrives au-delà de 10 ou 15, il faut partir. Il y a quelque chose de très grave qui se passe. Commençons par le tout premier. Compte sur tes doigts. Notez avec moi ou mettez-moi votre score en commentaire juste en dessous. Le tout premier, c'est que vos besoins sont négligés. Alors, les besoins, ça peut être dans plein de domaines différents, même être de la négligence émotionnelle. Quand tu ressens quelque chose, l'autre en a rien à faire. Il va les critiquer, les rabaisser. T'es toujours là à te plaindre, ça sert à rien, t'es trop fragile, tu fais un drame pour pas grand-chose. Il néglige tes émotions. Ou encore, il va juste négliger tes besoins, comme par exemple, tu peux avoir envie de manger une salade ce soir, tu seras forcé de manger une pizza, tu veux partir en vacances à tel endroit. Tes besoins ne sont jamais écoutés. C'est toujours les besoins de l'autre qu'on écoute. Compte avec moi, est-ce que tu as déjà ce premier point ou pas? Deuxième chose, c'est que l'autre faisait des choses pour toi dans le temps, et aujourd'hui, c'est moins le cas. Ça arrive beaucoup moins qu'avant. Alors, ça peut être des choses qui sont des choses importantes dans la vie. Ça peut être des toutes petites choses, comme par exemple, la première année ou les 2 premières années de votre couple, l'autre était au petit soin, t'a amené un café au lit le matin, et puis il a arrêté. Alors certes, on peut dire que chaque couple passe par ça, et que finalement, c'est une espèce de routine qui s'installe, et qu'il y a quelque chose de normal. Sauf qu'en réalité, un couple peut vite devenir
espèce de choses routinières dans lesquelles on ne prend plus soin de l'autre. On est juste devenus deux colocataires. Est-ce que l'autre au quotidien fait au moins une chose pour toi au quotidien? Ou est-ce que c'est devenu extrêmement rare? Troisième point, on compte toujours violence. Et quand je parle de violence, ça peut être physique, qui est intolérable, ou violence émotionnelle. Violence émotionnelle, c'est t'insulter, te critiquer, te rabaisser, ou même te bouder pendant quelques heures, quelques jours, ne pas te regarder. Est-ce que tu as ça dans ton couple ou pas? Troisième point. Il y a quelque chose de compliqué sur ce point-là, ce qui est que on ne sait pas forcément juger pour savoir si ce qu'on vit est normal ou pas. Des couples, si tu habites dans un appartement, le soir, chacun ferme sa porte chez lui et tu ne peux pas voir ce qui se passe chez les autres. Et tu peux arriver dans une forme de violence, même verbale, qui devient ta norme, ton quotidien, et qui devient habituel, sans même que tu t'en rendes compte, sans réaliser que chez d'autres, ça se passe dans le calme, la gentillesse, la bienveillance. Quatrième point, problème de confiance. Si jamais, demain, tu vas à l'hôpital, tu as un souci avec ta voiture, si jamais demain, il se passe quelque chose dans ta vie, qui est-ce que tu appelles en premier? Est-ce que tu appelles ton partenaire ou est-ce que tu appelles quelqu'un d'autre? Est-ce que tu appelles tes parents, par exemple? Ou encore, lorsque l'autre est sur son téléphone portable, le soir en train de sourire, est-ce que tu lui fais confiance à cette personne-là? Est-ce que tu es sûr à 100% que l'autre, homme ou femme, n'est pas en train de draguer quelqu'un dessus? C'est marrant parce que la plupart des clients que j'ai au téléphone me disent j'ai été vérifier, quelque chose que je ne recommande pas au passage. Ils me disent j'ai été vérifié dans son téléphone et je savais au fond de moi, même s'il n'y avait aucune preuve, je savais qu'il se passait quelque chose. Et parfois, un problème de confiance peut juste venir d'une impression. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, que son comportement n'est pas le bon. C'est pas de la paranoïa, c'est juste que souvent on ne se fait pas assez confiance à son intuition et on essaye de s'auto-convaincre qu'il n'y a pas de problème. Là où de manière évidente, l'autre n'est pas une personne de confiance. Point suivant, on continue. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième point. Tromperie. Il y a déjà eu une tromperie. Il y a un beau dicton qui a dit qui a trompé trompera. Trompeur un jour, trompeur toujours. J'ai fait une vidéo dessus il y a quelques semaines de ça, qui t'explique par A plus B que quelqu'un qui a déjà trompé a plus de chances statistiquement de le refaire. Attention, c'est pas à 100%, mais plus de chances. Il est très difficile de se remettre d'une tromperie dans le couple. Point numéro 6. Extrêmement important. Tous tes amis te suggèrent de rompre. C'est marrant parce que on est souvent celui dans le couple qui a le plus la tête dans le guidon, qui s'en rend le moins compte. Et nos amis sont là pour nous dire attention, ouvre les yeux, il y a un gros problème là. Et nous on se dit non, c'est bon, ils savent pas de quoi ils parlent, ou alors ils ne connaissent pas tout le contexte de l'équation. Et on a tendance à écouter ça, mais à pas forcément mettre en place les choses, ou à pas le comprendre. Septième point, tu as une attirance vers d'autres personnes. Tu es en couple, au début tu ne voyais que ton partenaire ou ta partenaire, et aujourd'hui tu as l'impression qu'il y a un collègue de bureau, il y a une collègue de bureau, t'as pas le regard autant sur ton partenaire que sur l'autre. Attention, hein, on parle de points sur 20 points à analyser, c'est juste peut-être un détail, peut-être aussi que c'est quelque chose de normal dans un couple long de regarder ailleurs, mais ça reste, à mon sens, quelque chose à observer. Point suivant, ta relation semble stagner. Tu as l'impression qu'il n'y a plus de projet, que ça n'avance plus ensemble. Une relation devrait toujours aller de l'avant, un peu comme un bateau qui a un objectif. On va dans cette direction. Voici ce qu'on va accomplir dans notre vie. On aura des enfants en plus, on aura une maison en plus, ou alors on va faire des voyages selon ton âge, ou alors on va faire tel type de conférence, ou alors on va faire tel type de découverte ensemble. Si jamais ton couple, c'est juste un vieux bateau échoué sur une plage qui avance plus, qui prend la mousse et dans lequel on s'installe confortablement sans forcément bouger, c'est pas bon signe. On devrait avoir toujours un objectif ensemble. Parce que, comme tu le sais, la pire chose qui puisse arriver dans un couple, c'est la routine. La routine, c'est ce qui tue tous les couples. Et ne pas avoir d'objectif, c'est se diriger de manière certaine vers de la routine. Point suivant, tu te sens piégé. Financièrement, émotionnellement, amicalement. Tu as l'impression que quoi que tu fasses, tu es contraint entre des murs. Quoi qu'ils te disent, tu peux pas bouger. Tu n'as pas la latitude d'aller voir tes amis quand tu le souhaites. Tu ne peux pas changer de boulot comme tu veux. Tu ne peux pas gérer ton argent comme tu le souhaites dans le couple. Tu es toujours piégé quoi que tu fasses. L'autre a le contrôle sur toi. Point suivant,
Manque de communication, je ne vous apprends rien. Un couple marche sur la communication. C'est probablement le premier point et le plus important là-dedans. Oui, mais Gérard, c'est pas un bon communicant. Il aime pas trop parler aux autres. Et du coup, je lui pardonne ça. Oui, mais le problème, c'est que Gérard, s'il dit rien, comment tu peux avancer avec lui? Admettons que demain, j'embauche un employé. Et il s'appelle Gérard. Et ce Gérard, il fasse juste des grognements de temps en temps. Il fasse des Comment est-ce que ma société pourra avancer avec un Gérard? Dans ce cas-là, tu le comprendrais. Tu me dirais, Antoine, embauche plutôt un employé qui aurait une communication, qui saurait dire les choses quand ça va pas, qui saurait poser les bonnes questions. N'embauche pas un Gérard. Si ton mec ou ta femme aujourd'hui, c'est une mauvaise communicante, si ta femme, par exemple, si Bernadette est toujours quelqu'un qui râle, quelqu'un qui a pour seule communication le fait de détruire, de rabaisser, de pas être content, c'est pas non plus une bonne communication. Tu veux ni un Gérard, ni une Bernadette? Je suis en train de faire des gros clichés, je suis désolé. On passe au point suivant. Vous vous ennuyez avec votre partenaire. C'est ennuyeux, c'est toujours... On parlait de la routine tout à l'heure, c'est toujours pareil. Vous avez un seul restaurant, quand vous sortez, rarement, c'est toujours dans le même restaurant. Quand vous allez voir des amis, c'est toujours les mêmes. Il n'y a aucune envie de nouveauté. Et tu peux remarquer peut-être aussi que ton partenaire ou ta partenaire est capable de cette nouveauté dans d'autres domaines pour se trouver des passions, des hobbies, des façons de dépenser son fric. Par contre, quand il s'agit de votre couple, il n'y a pas cette énergie, il n'y a pas cette belle envie de se bouger ensemble et de changer les choses ou de vous surprendre. Un peu comme si vous étiez acquis, un peu comme un pot de fleurs au milieu de la pièce qui ne servait pas à grand-chose de plus. C'est bon. J'ai sécurisé mon partenaire, j'ai plus besoin de mettre le moindre effort là-dedans, je peux aller faire d'autres choses. Et quand il s'agit de s'amuser, par contre, il va s'amuser avec ses potes, elle part avec ses copines. Là oui, elle est pleine d'idées pour ça. Mais quand ça parle de vous, bof. Point suivant, on continue de compter sur ses doigts. Vous compromettez vos valeurs. Attention, contrairement à beaucoup d'autres experts dans ce domaine, beaucoup de confrères qui vous disent ne jamais faire de compromis, jamais faire de concessions, soyez égoïste dans votre couple. Je ne dis pas ça. Sur les petites choses, sur les détails, faites des compromis. Est-ce qu'on mange chinois ou japonais ce soir? Qu'importe, on s'en fiche. On trouve quelque chose qui plaît aux deux. Ou alors ce soir, ce sera chinois, demain japonais. Qu'importe. Maintenant, sur vos valeurs profondes de respect, de tolérance, d'intelligence, de non-agression, ne compromettez pas vos valeurs. Même sur d'autres choses, si par exemple pour vous, il est important de manger chinois une fois par mois, parce que c'est vos valeurs, parce que ça vous rend juste heureux, faites-le. Ne laissez personne venir vous contredire, même sur des choses simples. Si tu as envie que ça arrive, fais-le. S'il y a quelque chose que tu adores faire, même si l'autre pense que c'est ridicule, fais-le. Tu as le droit de le faire. Et ça nous amène au point d'après, qui est ton partenaire te contrôle, il te flique en permanence. Quoi que tu fasses, il te demande à qui tu parles, à qui t'écris sur ton téléphone. Qu'est-ce que tu es en train de faire quand tu pars en soirée, il t'appelle 20 fois pour savoir où t'es. Il veut contrôler. Ou alors des fois, il fait l'inverse. Il va faire non, il peut faire ce qu'il veut, je vérifie pas trop. Et tu sens dans son regard qu'il veut quand même avoir un compte-rendu à la fin. C'est-à-dire qu'implicitement, il te pousse à faire ce compte-rendu. En disant, moi je lui demande rien, il fait ce qu'il veut. Mais de manière induite, dans son comportement, tant que tu n'as pas dit tout ce que tu avais fait, il ne se comporte pas de manière normale. Point suivant, vous vous êtes éloigné depuis quelque temps. 10 ans de couple, pendant 8 ans ça se passait bien, les 2 années sont devenues compliquées, on n'est plus ensemble. Et dans tous ces points, je vous demande aujourd'hui quelque chose, c'est ne pas les prendre comme une espèce de parole d'évangile en se disant si j'ai 18 sur 20, c'est qu'il faut que je parte immédiatement, que je fasse mes valises et que je parte demain. C'est écrivez ces points et allez voir votre partenaire et dites pourquoi est-ce que j'ai été voir la vidéo de Pétavin et aujourd'hui sur 20 points, il y en a 18 qui ne correspondent, où est le problème? Et observez sa réaction. Il peut dire Pétavin, j'aime pas sa tête, j'aime pas sa chemise, j'aime pas sa plante aujourd'hui. C'est un mec qui dit juste n'importe quoi sur net. Ou alors peut-être qu'il peut, s'il me dénigre pas, avoir une réaction intelligente de dire en effet, t'as raison, il y a quelque chose qui a changé. Et peut-être qu'il va vous trouver une explication. Bah oui, bah c'est vrai qu'en ce moment, j'ai une maladie, ou en ce moment, j'ai beaucoup de travail, je m'en sors pas, je suis en burn-out, et je vais tout faire pour que ça change. Et j'ai entendu ce que tu m'as dit. J'ai entendu qu'il y avait un problème et on va bosser là-dessus. Mais écoute bien sa réponse au moment où tu annonces ces points. Ou alors il peut même pas te massacrer, mais te dire juste, j'en ai rien à faire que tu me dises ça. Pourquoi? Si tu fais toujours des problèmes, ce sera intéressant aussi. Pétavin, c'est un nul. Ou alors tu fais toujours des problèmes. Ou de toute façon, c'est toi le problème là-dedans. Oui, mais toi, il y a 3 ans, tu as fait ça. Il peut translater ce problème. Tu lui dis qu'il y a un souci, il t'emmène sur autre chose. Il dénigre, il rabaisse, il dit que c'est pas important. Observe bien sa réponse parce que tu vas savoir si
t'as les signaux d'une personne qui, face à un problème, a cette envie de le résoudre, ou si on est dans je dénigre, je rabaisse, ou je te mets toi coupable de plein de choses là-dedans. Autre signal qui est une évidence, manque de relations intimes. On dit que c'est un excellent baromètre, c'est un très bon indicateur pour savoir si dans le couple ça marche ou pas. Pas d'intimité, renseigne-toi. Encore une fois, ça peut être des problèmes qui sont liés à quelque chose de physique, problème d'hormones, problème d'âge, problème à son travail, dépression. Mais si tu as tous les autres points qui te confirment qu'il y a un problème et qu'en plus tu as celui-ci, alerte rouge. Écoute, mon Gérard, je peux te dire aujourd'hui qu'il y a un souci. Ça fait 3 mois que tu m'as pas touché. Ça fait 1 an. Des fois, j'ai des clients qui me font tomber par terre, qui arrivent et qui me disent oui, en effet, c'est vrai que c'est bizarre, ça fait 3 ans qu'on l'avait pas fait. Je fais quoi 3 ans? Et si vous pensez que c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose qui est assez fréquent en fait. Les gens se réveillent assez tardivement de ça. Pensent que c'est pas si important. 3 ans, ça fait long quand même. 3 ans, on est. J'ai eu des colocations avec des gens pendant 3 ans. On était juste colocs, il se passait rien, mais ça veut dire que vous êtes juste des colocs aujourd'hui. Des colocs avec des enfants éventuellement. Autre souci, t'as un couple on-off avec des disputes énormes, grosses disputes, et on se réconcilie. Et puis dispute et on se réconcilie. Et quand on se réconcilie, c'est à fond, c'est génial. On passe une nuit ensemble de bonheur. Le lendemain matin, tu sais même pas pourquoi, t'as à nouveau un problème. Et puis t'y crois, tu te dis, allez, je vais avoir mon shot de dopamine aujourd'hui, on va se réconcilier à nouveau. Et tu penses qu'à ça et ton cerveau est embrumé par toutes ces disputes, tu veux trouver la réponse. Fuis, mon ami. J'ai fait une chaîne entière là-dessus, c'est celle-ci. Fuis. Ton couple se résume à des disputes et à des réconciliations. Pars de ça au plus vite. Autre signal, faut parler de rupture de manière régulière. C'est pas très bon signe quand même. Préférez parler de projets, d'avenir, de rire, de choses qu'on va pouvoir résoudre ensemble que de rupture parce que parfois on peut s'aimer et se détruire. Ça arrive. Et je suis pas sûr que quand tu étais petit garçon ou petite fille, tu t'es dit je rêve d'un couple quand je serai grand, on va s'engueuler tout le temps. Mais on va souvent se réconcilier. Je pense que tu avais rêvé d'un couple sain, tranquille, quelque chose d'heureux, où l'autre soit ton partenaire pour la vie. Autre signal qui est que vous avez des objectifs qui changent dans le temps. Il est normal parfois, pendant 5 ans, 10 ans ou 20 ans, d'avoir des objectifs communs. C'est juste que avec le temps, on s'est séparés. Tu veux faire ceci, l'autre veut faire cela. Tu veux devenir entrepreneur, il veut rester salarié. Tu veux changer de ville, il veut rester dans la même ville, la même rue, le même barbecue, un truc qui changera pas dans le temps. Tu veux changer d'amis, tu veux te cultiver différemment. Et il est normal qu'un couple évolue dans le temps, que chacun évolue dans le temps. Et on espère qu'on va évoluer de la même manière, au même endroit. Et si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un point à faire. Je veux autre chose aujourd'hui. Et c'est légitime que je veuille autre chose. Et observe, encore une fois, observe sa réponse. Est-ce que tu seras dénigré? De toute façon, tu changes toujours d'avis, toi. De toute façon, c'est jamais suffisant ce que tu as, toi. Eh ben vas-y, fais-le. Sors ton argent pour changer de pays. Moi, je suis plus réaliste que toi. Ou encore, tu vois, il y a 3 ans, tu voulais changer, tu es revenu sur ton avis aujourd'hui. Observe juste sa réponse. Je pense qu'on a des objectifs différents aujourd'hui. Est-ce que l'autre en face sera curieux de savoir quels sont tes objectifs et ce que tu veux? Ou est-ce que l'autre te rabaisse, te dénigre, te rappelle un vieux truc d'il y a 10 ans, ou change de sujet rapidement, ou te prouve que tu ne dois pas changer? Parce qu'il n'a aucune ouverture d'esprit. Observe la réaction. Je pense que ton plus grand signal là-dedans, ce sera d'observer sa réaction quand tu vas lui annoncer quelque chose, un des points de cette liste. Autre signal, dernier, je vais mettre les 2 derniers ensemble. 19e et 20e ensemble. Le 20e, si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà un point. Déjà, c'est de la triche. Vous avez un point sur les 20. Parce que peut-être que ton instinct, tu ne pourras pas être à 0 sur cette vidéo, si tu es arrivé jusqu'ici. Parce que ton instinct te dit quelque chose. Ton instinct te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Et tu es coincé entre ton cœur et ta logique. C'est une vidéo qu'on a vue il y a 2 jours, ça. Je ne peux pas revenir dessus, mais il y a une espèce de dilemme compliqué. C'est pas la bonne personne, mais je l'aime. Ça me détruit, mais je l'aime. Comme encore une fois, une addiction. Je suis détruit par ça, mais je n'ai pas le choix que d'y rester. En réalité, tu as le choix. La pire chose qui puisse se passer dans la vie, c'est de perdre son temps et de louper l'opportunité d'être avec la bonne personne. Et de finir sur son lit de mort à 80 ans et de se dire 90 ans, 100 ans, 120 ans, jusqu'à la fin et de dire ouais, c'est vrai que j'ai pas une vie très heureuse avec Gérard pendant toutes ces années.
J'ai peut-être loupé plein d'opportunités d'être heureux sur Terre. Teste l'intelligence de l'autre, teste la bienveillance, et le plus grand signal de tous ces points qui n'est pas dedans, le 21e, c'est observe sa réaction quand tu lui dis qu'il y a un problème. Et tu auras la réponse à ta question de savoir s'il faut partir ou pas. J'espère que ça vous aura intéressé. Si jamais vous voulez des conseils personnalisés, il y a un lien pour m'appeler, c'est juste en dessous. Salut à tous, bye.